Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité, avec la douloureuse mission de vous récupérer après le déjeuner. Donc, je vais essayer de vous tenir éveillé pendant toute cette période de digestion. Et donc, déjà, je précise que nous ne sommes plus IFP, c'est IFP Énergie Nouvelle. Donc, le propos de ma présentation, ça sera déjà, vous refaire, je ne sais pas si tout le monde connaît IFP Énergie Nouvelle, ou IFP Event, que je pourrais dire aussi. Et donc je vous ferai un petit tour rapide de qu'est-ce qu'on fait. Donc ça vous aidera à situer pourquoi je vais parler de géosciences. Et après, quel était notre problème, quelle a été notre solution, et qu'en fait avec notre solution, nous avons eu de nouveaux problèmes. Et donc, je conclurai avec quelques activités courantes. Donc ça, c'est des slides institutionnels, je n'ai pas eu le droit de les changer, donc le texte est tel quel, mais je ne vous lirai pas tout. Donc IFP Énergie Nouvelle. Donc en fait, on est un organisme de recherche public, type EPIC. Donc en fait, en gros, ça veut dire 50% public, 50% privé dans notre cas. Et nous travaillons dans des différents domaines orientés sur l'énergie, et principalement c'est l'énergie vue par les aspects comment par exemple répondre à la demande croissante en énergie, tous les aspects changement climatique, le développement des nouvelles technologies de RE, c'était les énergies renouvelables. Et donc, et aussi avec des aspects de formation. En fait, nous formons aussi des gens, et donc en fait, on essaye de faire monter en compétence l'écosystème, et avec avec un aspect économique où en fait, on est dans un monde compétitif où il y a des aspects où en fait, il faut gagner de l'argent en fait. Donc, et au-delà, dans ce cadre-là, en fait, nous avons un développement stratégique qui est axé sur différents points. Donc en fait, ressources renouvelables, donc procédés éco-efficients, production ça c'est encore un transport institutionnel. Donc encore production éco-friendly, transport innovant et énergie renouvelable. Dans mon cas, je vais vous focaliser sur un seul. Moi, c'est énergie durable. Et donc, en fait, dans notre cas, en fait, on va plutôt être centré sur pas forcément des trucs super green, même si le nom IFP Énergie Nouvelle suggère qu'on va faire des trucs un peu dans le green, dans le vert, le propre. C'est pas tout à fait mon secteur à moi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas dans l'entreprise, c'est juste pas le mien. Donc, et donc, en fait, ça va être assez orienté oil and gas. Et le tout là-dedans, ça va être d'essayer d'être efficace sur la production d'hydrocarbures en particulier. Donc, efficace, ça va être de... La logique, c'est peut-être une énergie qui n'est pas forcément celle d'avenir, les hydrocarbures, mais en fait, il faut essayer d'exploiter au mieux ce qu'on a déjà aujourd'hui, pour avoir le temps de se préparer à une nouvelle énergie. Donc, ça, c'est mon secteur. Donc, dans ce secteur-là, en fait, nous travaillons sur des logiciels. Donc, des logiciels donc, de géosciences. Donc, le géosciences, ça vient de toute la compréhension de la Terre sur les phénomènes qui peuvent être liés aux hydrocarbures en particulier. Donc, ça va être la dynamique de la Terre. Donc, à des échelles plus régionales, c'est l'échelle d'un bassin sédimentaire ou d'un champ pétrolier. Et dans ce cadre, nous développons une suite logicielle qu'on appelle OpenFlow, ou OpenFlow Suite, si c'est toute la suite, qui regroupe un différent ensemble de logiciels. Je ne vais pas vous les énumérer tous, mais en fait, c'est plein de logiciels qui recouvrent tous les aspects qu'on peut rencontrer. Donc en fait, ça va de comprendre la formation d'un bassin, donc c'est des échelles de temps qui se comptent en centaines de millions d'années, jusqu'à l'exploitation d'un champ pétrolier qui se compte en années, en dizaines d'années. Donc dans ce cadre, on propose donc, des workflows de simulation. Donc en fait, workflow de simulation, il faut comprendre que les logiciels que je peux citer sur la gauche, en fait, leur objectif, c'est de les chaîner. En fait, ça va être d'en faire des workflows complets. Donc en fait, je fais la génération d'un bassin sédimentaire, et un peu plus loin dans la chaîne, j'exploite cette construction informatique d'un bassin sédimentaire pour en faire une exploitation d'un réservoir pétrolier. Donc, dans cet univers, donc en fait, il y a trois grandes phases. Donc en fait, il y a modéliser le passé pour comprendre le présent, pour planifier le présent. Donc ça, c'est un premier élément. Une deuxième partie, ça va être modéliser le présent pour prévoir le futur. Donc ça, c'est plutôt ce qui est aspect réservoir. En fait, les aspects, c'est j'ai un champ de pétrole, je suis en train d'exploiter, c'est à quoi je peux m'attendre dans quelques années.
Et le dernier petit composant, non des moindres, en fait, ça sera confronter ça à la réalité. Et en fait, c'est tout ce qui va être calage et gestion des incertitudes. Donc ça, c'était une suite logicielle. Et si on se replace en 2005, je vais faire un peu remonter en arrière, 10 ans, et donc, en fait, quel était notre problème? Donc, il y avait des nouvelles architectures qui apparaissaient. Donc maintenant, en nouvelle, ça fait plutôt has-been, mais à l'époque, c'était plutôt neuf. Donc, tout ce qui était multicœur, minicœur et tout ça. On avait toujours des demandes croissantes en simulation numérique. En fait, des modèles de plus en plus compliqués. On voulait faire des nouvelles méthodes numériques. Et dans un spectre d'applications très large. Donc je vous avais fait un panel rapide là, mais ça couvre des applications nombreuses et assez variées. Donc, et ce qu'on constatait, c'est qu'en fait, on avait des problèmes avec les vieux codes, au sens où, en fait, c'était souvent des vieux codes scalaires qu'il fallait maintenir. Donc en fait, on avait des problèmes de robustesse. Ces codes, il fallait aussi s'ils étaient scalaires, il fallait les paralyser. Donc comment paralyser un code qui peut avoir déjà 20 ans? Et on voulait aussi les améliorer, donc développer de nouvelles méthodes, de nouveaux modèles physiques. Et le dernier élément, c'est que en fait, l'objectif des codes que j'ai évoqué juste avant, je ne l'ai pas souligné, mais l'objectif, nous, c'est de commercialiser ces codes. Donc en fait, il faut les commercialiser. Et donc en fait, toute notre activité va de la recherche, donc en gros, élaborer de nouvelles méthodes, les expérimenter, jusqu'à les amener à un stade commercial. Donc comment faire une liaison entre le stade de la recherche jusqu'à l'industrie. Donc ces différents aspects, en fait, ça peut qu'on cible ici. Donc en fait, c'est la robustesse que j'ai citée tout à l'heure, donc la performance des codes. On souhaite que ça soit développeur friendly au sens où on voudrait que tout le monde puisse écrire dans ses codes. Donc si je reprends quelques éléments de tout à l'heure, par exemple, tout écrire par mécanisme d'expression de template, c'est pas tout à fait user friendly du point de vue de nos users. Pour certains, ça peut l'être, mais pas les nôtres. Et le dernier élément, la rationalisation du développement, en fait, c'est on va pas, si on a 5 codes à écrire, on va pas les écrire, on va pas réécrire 5 codes from scratch. Donc en gros, l'objectif, c'est comment fusionner, unifier tout ça, essayer de faire un truc un peu plus cohérent. Donc, la constatation, c'était soit on fait quelque chose, soit on peut arrêter tout de suite parce qu'on ne va pas y arriver. Donc, ce qu'il fallait envisager, c'est une nouvelle génération de simulateurs. Pour cette nouvelle génération de simulateurs, en fait, il fallait traiter les questions. Donc, en fait, la performance, c'est considéré comme un élément clé de compétitivité maintenant. Donc, quand je dis le mot compétitivité, c'est comparativement à d'autres logiciels commerciaux, c'est la performance qui va être un élément décisif. Donc, en fait, ça peut être par des éléments d'abstraction du matériel, parce qu'en fait, comme on l'a pu le souligner, il y a plein de matériel le matériel évolue. Donc, il y a des nouvelles architectures qui apparaissent, le Manicœur, les GPUI, tout ça. Et comment, en fait, éviter que le développeur ait à se taper tout ça à chaque fois que ça change. Et on souhaite aussi avoir bénéficier des optimisations de tous ces trucs-là. Et donc, en fait, il ne faut pas que ça endigue les abstractions de bas niveau. Donc, le côté développeur friendly, donc en fait, on a souhaité partir sur un langage de assez haut niveau pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver. Donc avec un haut niveau d'abstraction, où le développeur pourra se focaliser sur son activité. Donc on peut retrouver des mots-clés qu'on a pu évoquer ce matin, comme les DSL, donc adaptés à chacun des domaines, donc en fait physique, numérique ou informatique. Et le plus important qui va me concerner moi, en fait, c'est la rationalisation du développement. C'est comment accélérer le développement des applications, donc des prototypes de recherche jusqu'à des produits industriels, en factorisant les coûts, en fait, en factorisant les services communs qui peuvent être rendus communs. Et celui qu'il ne faut surtout pas négliger dans un objet industriel ou commercial, c'est que c'est la fiabilité. En fait, moi, je vais considérer qu'en fait, la fiabilité, c'est l'élément numéro 1 avant de développer un truc peut-être un peu prototype sympa, mais en fait, qui va pas forcément marcher tout le temps chez le client, en fait. Hop, vas-y, tourne. Donc, avec ces éléments-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait partir sur une base de factoriser les développements, donc on est parti sur une base de framework. Donc, lequel framework? Donc, à l'époque, c'était en 2005, en fait, il en existait quelques-uns, mais pas des tonnes. Donc, on pouvait soit
partir sur on en développe un tout seul dans notre coin, soit on utilise un existant. Donc si on en faisait un nous-mêmes, l'avantage c'est qu'on allait en faire un adapté à nos besoins. Oui. Mais en fait, le problème de refaire soi-même, c'est que des fois, on va réinventer la roue. Et des fois, quand on réinvente la roue, elle n'est pas tout à fait... c'est notre roue, donc elle ne marchera pas dans notre condition. Donc ce qu'on peut dire, réinventer la roue carrée. Et combien ça va coûter? Parce qu'en fait, dans la logique commerciale, en fait, on voudrait bien faire ce développement, mais on ne va pas attendre 10 ans que notre framework soit prêt. Donc, en quel délai notre produit pourrait être disponible? Donc il y avait aussi la possibilité d'utiliser un framework existant. Donc si on fait ça, en fait, on est obligé de se confronter aux choix qui ont été faits par quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît bien? Est-ce que ces choix ne vont pas être handicapants? Et quelle est la pérennité de ce framework sur lequel on pourrait se baser? Et quelle serait notre autonomie? Parce que si on choisit un truc super sympa, mais si on est complètement pieds et poings liés avec ce truc-là, c'est pas forcément génial. Donc on a le choix d'être soit client, soit partenaire. Donc nous, on a fait le choix de Arcane. Donc en fait, Arcane, initialement développé au CEA, donc au début des années 2000, en fait, n'avait pas énormément de concurrents sur le marché, parce qu'il y avait, j'ai fait un petit tour d'horizon, il y avait Pélican qui existait, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, c'est plutôt pour orienter l'élément fini. Trellino, c'était les tout débuts, et Dune, je crois que c'était même un peu après le début de Dune. Donc on peut en citer d'autres, des frameworks, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas des tonnes. Donc l'avantage de ce choix d'Arcane, c'est qu'en fait, par un heureux hasard, il y a une sorte de transfuge des deux côtés, entre IFP Énergie Nouvelle, qui à l'époque s'appelait IFP, et le CEA, ce qui a fait qu'en fait, on a pu former une bonne collaboration avec un bon partenariat. Et à ce jour, en fait, on se sent complètement 100% autonome sur ce sujet-là. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est que Arcane? Parce que là, je vous dis qu'on a choisi Arcane, mais peut-être que... Bon, malheureusement, toutes les slides là, vous pourrez peut-être avoir la présentation, mais tout ce qui est Arcane ou ArcGeoSim que je pourrais citer, à ce jour, ne vous sera pas disponible. Tout ça, c'est relativement fermé. Donc qu'est-ce que Arcane? En fait, ça part d'un premier concept, c'est un design de haut niveau pour essayer d'accélérer les développements. Donc en fait, on va éviter à ce que le développeur ait considéré des trucs trop bas niveau. Donc, par exemple, on essaie d'avoir une API développeur friendly. Donc on a choisi le langage C++. Donc quand je dis on, en fait, c'était plutôt le CEA qui a choisi le langage C++, et nous, on était tout à fait d'accord, donc on a suivi. Bon, après, il faut juste faire gaffe, c'est que C++, donc j'ai rien contre les templates, même je les adore, mais il faut considérer que le développeur lambda, il a déjà du mal avec C++. Donc en fait, taper dans les hauts niveaux de C++, ça devient un peu compliqué. Donc néanmoins, c'est un langage, on va dire, haute performance, donc en gros, il n'y a pas de surcoût énorme avéré. Donc c'est un pas mauvais langage, mais en fait, donc des fois il est un peu compliqué et des fois il est capable du pire. En fait, des fois il y a des gens chez nous qui préfèrent écrire du C plutôt que du C++, parce qu'en C++, il est facile d'ajouter des abstractions, des trucs un peu compliqués qui fait que ça devient carrément illisible. Ça devient encore plus compliqué à lire ou à comprendre que du code séquentiel C, en fait. Donc il faut faire vachement gaffe à ce qu'on met dans du C++. Et pour en rajouter une petite couche d'abstraction et d'être encore plus haut niveau, il y a aussi une interface disponible en C#. Donc C#, c'est pas fait pour faire des cœurs numériques, mais c'est plutôt fait pour faire des manipulations plus haut niveau, manipuler des composants entre eux, des composants qui pourraient être des modèles physiques ou des choses comme ça. Donc, et nous, on destine ça à tous les développeurs physiques ou numériques. Donc, en gros, pas forcément que des hardcore développeurs. Et notre slogan avec ça, c'est de leur suggérer de plutôt développer, mais comme s'ils avaient une forme d'écriture séquentielle. En gros, c'est comme s'ils étaient dans le monde Fortran, mais avec toute la puissance des mécanismes qui seront sous-jacents et associés aux objets qu'ils vont manipuler. Donc, ça fournit aussi plein de fonctionnalités transverses. Donc, c'est ça qui va nous permettre de factoriser certains éléments entre les différentes applications. Donc, par exemple, il y a plein de services communs. Donc, par exemple, tout ce qui va considérer être pour les gestions des entrées-sorties. Donc, les fichiers XML, les fichiers XDF5 pour intégrer les données. La gestion du parallélisme. Donc, en fait, dès qu'on va faire de l'équilibrage de charge ou des choses comme ça, il y aura besoin de migrer les données entre processeurs. Donc, ça, c'est des fonctionnalités intégrées. Et tout ce qui peut être synchronisation de données qui sont connues sur différents sous-domaines et qu'on souhaite faire communiquer pour synchroniser l'information.
et bien entendu le partitionnement qui nous permet d'atteindre cette décomposition en domaines. Et ça intègre aussi des premiers éléments qui vont être utiles pour la simulation numérique, qui vont être tous les éléments qui sont orientés sur les maillages, les variables, en fait tout ce qui va permettre de faire facilement des simulations à base de maillage. Ça, c'était l'aspect plutôt orienté développeur, mais on ne veut pas se couper aussi des performances. Donc on a aussi un niveau d'abstraction qui va nous permettre aussi de faire des gestions, de dissocier les optimisations de bas niveau en les cachant derrière les interfaces. Donc les niveaux de parallélisme disponibles aujourd'hui, en fait on a des parallélismes par échange de messages, type MPI. On peut aussi faire de tels parallélismes par échange de messages, mais en y mettant des techniques multithread ou hybrides. Donc par le CEA, ça a été testé jusqu'à 60 000 cœurs. Bon, nous n'avons pas autant de cœurs, donc on ne va pas faire la simulation de la même taille, mais dans la mesure de nos quelques milliers de cœurs, on a pu comparer les choses. Et ça intègre des mécanismes assez avancés comme l'équilibrage dynamique de charge, donc, qui sont indispensables dès qu'on va faire des simulations qui peuvent être déséquilibrées, qui par exemple font intervenir des particules qui bougent, qui peuvent faire intervenir des raffinements de maillage locaux. C'est ce qu'on verra qui est possible aussi. Donc, et ça ne concerne pas forcément beaucoup de monde dans la salle, mais en fait, on tient beaucoup à un support multiplateforme au sens nos clients, ils sont majoritairement sous Windows, donc il faut que ça marche aussi sous Windows. Et en fait, c'est presque, il faut que ça marche d'abord sous Windows. Donc, l'objet de Arkane, c'était nous permettre une plateforme multicouche, où il y a des couches pour les développeurs, il y a des couches pour les programmeurs bas niveau, et tout ça, en fait, dans un bon équilibre, que je considère aujourd'hui comme efficace. Bon, j'avais mis un deuxième mot-clé, ArcGeoSim. Donc en fait, Arkane, je vous ai évoqué avec le CEA. Donc ArcGeoSim, en fait, qu'est-ce que c'est que ce machin? En fait, ArcGeoSim, en fait, c'est la partie interne à IFP Énergie Nouvelle qui va permettre de faire l'adaptation des besoins de nos gars de la géoscience, qu'ils soient numériques ou physiques, au-dessus de Arkane. Donc ArcGeoSim, c'est Arkane for Geosimulation, donc ça va nous permettre de faire des simulateurs de nouvelle génération, et toujours en se basant sur Arkane. Donc en fait, c'est une surcouche à Arkane qui nous permet de mettre les nouvelles abstractions ou des colorations métiers adaptées. Donc à ce jour, en fait, dans la partie Arkane, donc pas la partie ArcGeoSim, la partie Arkane, IFP et CEA ont mis à peu près 10 hommes-an dans chaque côté depuis 2006. Donc ce qui manque un certain investissement des deux parties. Donc ça, je vais laisser aller vite, c'était joli, mais on ne va pas s'éterniser. En fait, c'était pour souligner ce que j'avais cité tout à l'heure, c'est qu'au-dessus, il y a la plateforme OpenFlow qui contient les logiciels vus par l'utilisateur, vus par le client. Donc en gros, avec tout ce qui est joli, les interfaces, etc., les liaisons avec des bases de données, des liaisons avec des IHM et tout ça. En dessous se situe la base des calculateurs. Donc nos développeurs voient la partie ArcGeoSim qui, en fait, qui masque, ou pas tout à fait masque, mais qui est au-dessus de la partie Arkane. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un découpage des fonctionnalités. En fait, Arkane s'occupe des trucs plutôt bas niveau, des objets assez fondamentaux comme les maillages, et côté ArcGeoSim, on va plutôt s'occuper des choses qui vont être schéma numérique, solver linéaire, etc. Bon, ça, je citais quelques applications, mais ce n'est pas très important. On peut au moins citer sur ces petites flèches qui sont en train de monter, c'est que en fait, ce que je vous raconte là, c'est qu'il y a déjà eu des débouchés concrètes. C'est qu'à ce jour, on a déjà 2 produits qui sont sur le commerce. Bon, vous ne les verrez pas à la FNAC, mais ils existent. Et un troisième qui devrait sortir en début 2017, et d'autres qui sont dans les tiroirs. Donc en fait, on est bien parti pour renouveler notre chaîne avec cette fondation Arkane. Donc, et là où je voulais en venir, c'était, je voulais essayer de prendre un point de vue un peu orthogonal à ce qui a été dit jusqu'à ce matin. En fait, c'est qu'est-ce qui est compliqué dans notre développement, en fait. Arkane, ça nous a emmené à un petit problème qui est, en fait, on est plutôt piloté par le marché, donc par les clients, et ça bouge tout le temps. Donc en fait, à chaque fois qu'on veut un truc, c'est toujours pour hier. Et donc, et la question, c'est comment on intègre des nouvelles optimisations, des nouvelles fonctionnalités dans ce truc-là. Donc en fait, ce qui est compliqué, en fait, c'est mon ressenti quand j'étais un peu à l'université, c'est que les codes un peu universitaires ne vont pas forcément s'attacher à ces parties-là. En fait, c'est comment on pilote ou on gère le développement. C'est comment on structure la chose.
Donc en fait, c'est en cela que le design architectural du code me semble capital. En fait, la plupart du temps, on est plutôt orienté nouvelles fonctionnalités. Donc les nouvelles fonctionnalités, ça ajoute des petites briques à notre ensemble, mais assez rapidement, donc, les développeurs ne voient pas ça comme une évolution fonctionnelle. Donc ils se demandent bien à quoi ça sert de penser architecture si ça n'apporte pas de fonctionnalité. Donc, normalement, là, j'avais un truc qui s'affiche, mais il ne veut pas encore s'afficher. Et donc, en fait, au début, vous pouvez commencer avec un joli édifice tout propre. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'avec les développeurs qui viennent, les idées qui arrivent, en fait, votre édifice, il commence à changer de tête. Et au bout d'un moment, il arrive à une tête où, si vous ne faites pas quelque chose, il va s'écrouler, en fait. Donc, en fait, c'est ça qui est un élément que je considère comme actuellement capital. C'est en fait, c'est ce que j'appelais le architectural design. C'est en fait, c'est comment les codes peuvent se remettre d'équerre. Donc, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que tous ces projets-là, c'est des projets à long terme. Et dans le long terme, en fait, peut-être qu'on peut considérer qu'on va perdre un peu de temps, même si ce n'est pas mon point de vue, sur la refonte des codes, mais en fait, c'est un élément crucial. Donc, hop, je vais aller un peu plus vite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un framework durable? Donc, en fait, déjà, on fait une analyse proactive. Donc, en fait, quand j'entends par proactif, c'est qu'en fait, c'est pas facile, mais il faut penser avant même que le client vous demande la fonctionnalité. Donc, en fait, il faut être prêt à intégrer tout et n'importe quoi. Donc, en fait, si je prends certaines illustrations qu'on a pu faire avec Arcane, en fait, par exemple, beaucoup de gens, je pense, ici, font des codes un peu basés maillage, d'après ce que j'ai vu, où il y a moins, ça parle de grille. Nous, on nous a demandé de faire des codes qui font du ray tracing. Mais du ray tracing, pas du truc un peu bizarre, c'est du ray tracing, mais vraiment géométrique, où en fait, il simulait les écoulements en prenant des points et en traçant des rayons. Donc, en fait, ça, c'était pas a priori prévu dans la plateforme Arcane. On a réussi à adapter la situation. Et ça, on a réussi à l'adapter parce qu'en fait, on a une bonne relation avec notre partenaire CEA, au sens où on a pu intégrer assez facilement des nouveaux concepts. Donc, par ailleurs, en fait, c'est comment intégrer tous les problèmes. J'ai cru entendre ce matin des cas où il y avait sur un même sujet, il y avait plein d'équipes dans le monde qui faisaient sa petite variante. En fait, que chacun fasse sa petite variante, ça peut se comprendre, mais en fait, ce qui est un péril pour le code lui-même, c'est que chacun garde sa petite variante et qu'au final, il n'y a plus de convergence. Donc, en fait, j'avoue que ça, on en a rencontré nous-mêmes dans nos codes. En fait, il est même souvent assez facile pour un développeur d'une application de dire c'est trop compliqué de faire ça dans le framework, autant le faire dans mon coin. Et après, c'est comment, en fait, une fois qu'il a sa fonctionnalité, lui, il s'en fiche que ça soit intégré dans le framework, il a sa fonctionnalité. Donc, en fait, ça, c'est un boulot énorme au quotidien d'essayer de tout remettre d'équerre. Et donc, par exemple, ces temps-ci, on a beaucoup travaillé sur l'algèbre linéaire. Ça peut sembler rien, mais l'algèbre linéaire, en fait, donc, c'est pas l'algèbre linéaire qui semble rien, mais c'est de créer un framework d'algèbre linéaire. En fait, on se rend compte qu'on y passe des temps astronomiques pour essayer de unifier tous les besoins de tout le monde. Il y en a qui vont parler des matrices scalaires, d'autres des matrices par bloc, avec chacun sa petite particularité, et tout le monde voudrait que ça soit tout interopérable. Donc, avec ça, on a aussi eu beaucoup de soucis. Donc là, il va falloir que je me presse un peu parce qu'il est déjà 40. Donc, il y a eu aussi beaucoup de travail sur les formats de fichiers, mais ça, je pense qu'on peut sauter, et on va aller directement à la suite, qui est en fait tout ce qui est un peu méthodologique. Donc, en fait, un des éléments qui me semble fondamental dans le développement logiciel, donc ici, on n'a pas forcément vu beaucoup les mots HPC, mais que ce soit HPC ou ailleurs, ça me semble être pareil. Donc, c'est qu'est-ce qui va nous garantir que le code va être structuré? Qu'est-ce qui va nous garantir qu'il va être pérenne? Donc, en fait, on a fait un développement énorme sur... en gros, ça nous prend presque un quart de notre budget, en fait, à essayer de faire que le code ait d'équerre, en fait. Et pour faire cela, en fait, on utilise différents outils. Donc, je vais citer des noms que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Donc, un qui s'appelle Jenkins, qui est de l'intégration continue. En gros,
qu'il faut, c'est que si un jour votre code y casse, il faut que le lendemain, au pire, vous ayez corrigé le problème. Parce que si vous attendez que la personne qui l'ait fait soit partie, là, ça va être un peu galère pour corriger le problème. Donc, il y a ça. Et par ailleurs, il y a aussi un autre outil qu'on utilise. Donc, ce n'est pas Jenkins, c'est un outil libre, donc on peut dire que c'est pas de la pub, mais Coverity, donc ça c'est un outil commercial et qui nous semble aussi très intéressant en fait, au sens où ça permet de mettre le développeur en face de ses responsabilités et ça le permet de. C'est comme Jenkins, mais à une échelle encore plus précise parce que ça fait de l'analyse statique de code. En fait, Jenkins détecte des défauts dans les cas tests simulés et Coverity, ça va détecter les défauts dans le code intrinsèquement, avant même qu'il y ait un test qui l'utilise. Donc toutes ces parties sont peut-être un peu complexes, mais en fait l'objectif c'est de rendre les interfaces les plus faciles possibles. Donc pour avoir des interfaces les plus faciles possibles, donc en fait ce qu'on a c'est le quart que je vous évoquais de temps total du projet. En fait on a carrément une équipe d'orthogonalisation du code en fait qui reprend à chaque fois les concepts et essaie de les remettre au carré. Donc c'est pas forcément marrant, c'est pas forcément facile de trouver des gens qui acceptent de faire cette activité-là. Même si j'ai eu la chance d'en trouver quelques-uns, dont moi-même, pour le faire. Donc, mais je pense que si on n'a pas de telles choses, en fait, les travers qu'on a pu évoquer ce matin sur les codes qui commencent à diverger, ça peut être un peu compliqué. Donc, hop, ça, est-ce que je vais être rapide? Oui, normalement, c'est mon dernier slide. Donc, et donc, c'était quelques illustrations des résultats qu'on a pu obtenir avec cette plateforme. Donc, on est plutôt dans une logique de recherche et innovation continue. Chez nous, ils disent plus D, il paraît que c'est has-been de dire recherche et développement, maintenant c'est recherche et innovation. Et donc, sur ces thèmes-là, en fait, donc si on cible plutôt le côté recherche, on travaille beaucoup sur les solvers linéaires et non linéaires. Donc en fait, et là on sent qu'il y a énormément à gagner. Pas forcément que sur le linéaire, mais déjà sur le non linéaire. Par exemple, si vous avez un non linéaire classique qui est de type Newton, en fait, comment faire le bon nombre d'itérations de Newton et que le critère de solver linéaire que vous mettez dans votre Newton soit un peu adapté pour éviter de perdre du temps pour rien. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Et on a même, s'il y a des amateurs, on a encore une thèse qui est ouverte là-dessus, qui cherche son candidat. Et dans d'autres aspects, on a aussi la gestion des DSL qu'on a pu évoquer ce matin. Donc on a eu nous-mêmes nos petites expériences. On en a fait un maison, donc qui était un DSEL. Chez moi, je mets le E entre le S et le L. Bon, il y en a qui le mettaient avant, mais je pense que ça va toujours dire pareil. Et on travaille aussi sur une idée de DSL proposée par le CEA qui s'appelle Nabla. Donc ça aborde les sujets de manière très différente, mais on investigue ces pistes-là au sens et on investigue techniquement et après on est aussi en train d'investiguer avec des utilisateurs types au sens où ils peuvent nous faire leur ressenti de numéricien ou de physicien pour voir est-ce que ça prend. Donc je ne peux pas vous faire encore la conclusion parce que c'est à la fin de l'année qu'on aura le résultat. On travaille aussi beaucoup sur les data flows. Donc ce mot-clé a déjà été évoqué ce matin, mais on l'évoque à différentes échelles. Donc les petites échelles comme ce qui a pu être évoqué sur StarPU et des choses comme ça, mais aussi sur les grosses échelles, sur les gros composants informatiques, les gros composants, les physiques complètes. Donc je ne vais pas tout vous citer, mais on travaille sur la différenciation automatique. Donc là c'est très orienté user-friendly. En fait c'est pour que l'utilisateur n'ait pas à se taper les dérivés à la main. Et sachant que tout ce qu'on pourra gagner là-dessus, ça sera des bugs en moins et de l'expressivité en plus. Donc, ce que j'illustrais en bas, c'était juste un petit graphique qui illustrait nos travaux sur les GPU, parce que sur les solvers, on fait des travaux sur différentes cibles. Et là, c'était les GPU. Et en fait, à ce moment, donc en fait, ça c'est de l'autocongratulation, mais c'est en fait, on arrive à battre notre précédent solver qui était en bleu hachuré, qui était notre meilleur solver CPU, qui travaille ici sur un socket complet, je crois que c'était 8 ou 10 cœurs, et qu'avec un seul GPU, on arrive à faire mieux, 2 fois mieux qu'avec ces mêmes 10 cœurs. Donc, je vous laisse apprécier si ça vous touche. Non. Et dans les... Ouf, là je suis quasiment à la limite. Donc normalement ça va être la fin. Donc sur les travaux aussi continus de recherche et innovation, mais plutôt orientés innovation car ça a déjà trouvé son marché. En fait on a travaillé beaucoup sur les maillages adaptatifs non structurés, en fait de l'AMR sur maillage non structuré. Donc c'est un peu prise de tête de temps en temps.
Et donc là, par exemple, ce que je vous illustrais en haut, c'était une simulation du bassin de Paris sur laquelle l'adaptation de maillage n'était pas visible forcément parce qu'elle ne se fait pas partout, elle se fait que là où il se passe des trucs importants, c'est le petit zoom à gauche, où le petit zoom à gauche, c'est une sorte de puits d'un endroit où il s'est passé quelque chose, où je ne sais plus si on a extrait ou injecté quelque chose, mais c'est là que le code va raffiner automatiquement la simulation. Bon, en bas à droite, c'était pour que ça fasse un peu animé. Donc on a aussi travaillé sur les sous-maillages, donc en fait, ça c'est un code qui est déjà commercialisé, donc je ne vais pas en citer plus. Et pour conclure, en fait, on travaille aussi énormément sur tout ce que j'ai évoqué, qui est le quart, qui nous prend le quart de notre budget. En fait, c'est tout ce qui va faciliter la vie du développeur. Donc, en fait, on crée carrément des extensions à des débuggers. Par exemple, on fait des extensions de TotalView. On travaille aussi avec un autre produit issu du CEA, qui est je ne sais pas si le nom, oui, bon, le nom ça va. Yoda, qui était un développeur, un débugger pour Arkane, testé, je crois, 16 000 cœurs. Bon, je laisse mes camarades confirmer ou pas. Et on travaille aussi énormément sur les environnements de développement. Et comme je vous citais tout à l'heure, on fait ça avec du C# majoritairement. Et là, j'ai conclu. Bon, 2 minutes et je crois que... C'est bon. Merci Pascal. On a le temps pour 1 ou 2 questions quand même. Alors finalement, les utilisateurs, ils le sentent, le C++, là ou pas? Comme je le disais, on a essayé de gommer les trucs qui... Par exemple, les templates, ils en voient quasiment jamais. Là, on est en train de passer à C++ 11 pour essayer de leur simplifier encore des trucs. Par exemple, on va favoriser les mots-clés comme auto, les choses comme ça, les for range loop, des trucs comme ça. Et on va dans le sens que ça soit le plus facile pour eux. Donc est-ce qu'ils le sentent? En fait, ce qui nous a été reproché, entre guillemets, c'est que notre C++ n'est plus du C++. C'est qu'en fait, on a rajouté des couches qui fait que, par exemple, on a notre propre structure tableau, qu'on appelle E-ray, basiquement, et que ces E-ray-là n'ont pas forcément le même comportement naturel que std vector de la bibliothèque standard. Et donc ça, des fois, on nous en a fait le reproche. En gros, c'est la copie entre 2 objets de type tableau. Est-ce que c'est une sémantique de copie par valeur ou de copie par référence? En gros, c'était ça qui nous a été reproché. Nous, on fait par référence, alors que vector, c'est plutôt par valeur. Donc en fait, le C++, on va essayer de le lisser pour que ça soit le plus acceptable possible. Ok, merci. Une autre question? Alors sinon, moi j'en ai une, puisque tu as dit que vous avez vocation à vendre et que votre système est multiplateforme, donc Windows et autres, Linux, Unix, etc. Derrière, vous avez évidemment, avec les plateformes, des compilateurs éventuellement différents, etc. Est-ce que ce genre de choses, vous le voyez au jour le jour, ou est-ce que ça vous pose des problèmes de temps en temps? Là, par exemple, pour le passage à C++ 11, ça a été un peu tendu parce que le Visual Studio, qui est notre compilateur sur Windows, a sorti sa version 15 il y a 2 mois, un truc comme ça, mais avant on utilisait la version 2013 et la 2013 avait un support assez limité du C++ 11. Donc en fait, oui, donc on le voit en fait, par exemple, quand on est passé à C++ 11, on a dû choisir les fonctionnalités qu'on pouvait accepter parce qu'on ne pouvait pas les garantir sur toutes les plateformes. Vous ne masquez pas ça, en fait, pas directement. Enfin, parce que derrière, vous avez l'évolution, je dirais, en fonction de la norme. Et après, de l'implémentation des compilateurs. Oui, donc on essaye de trouver à chaque fois le compromis, mais c'est pas facile tous les jours. D'accord. Bon, je propose que nous arrêtions là. Merci encore, Pascal, c'est très intéressant.